Les années 80 et 90 en France, la dernière génération analogique. Si vous êtes né entre 1980 et 1995, cet article est fait pour vous. Vous souvenez-vous de ces après-midi où vous sortiez de la maison sans prévenir personne, où vous parcouriez les rues du quartier à vélo jusqu'à ce que votre mère ouvre la fenêtre du premier étage et crie d'une voix qui portait jusqu'au bout de la rue « À table, ça va refroidir ». Pas de portable, pas de GPS, pas de localisation en temps réel. Juste vous, votre vélo ou votre mobilette et la liberté absolue d'un après-midi sans écran. Si vous avez grandi en France dans les années 80 et 90, vous avez vécu dans un monde qui ressemble aujourd'hui à de la science-fiction pour les enfants nés après 2010. Vous étiez la dernière génération qui jouait dans la rue jusqu'à la nuit tombée, qui attendait impatiemment Récré A2 devant la télévision, qui passait chaque été sur la même plage en Bretagne ou sur la Côte d'Azur, avec les mêmes familles, les mêmes voisins, les mêmes souvenirs qui s'empilaient année après année comme des couches de bonheur simples. Cette génération a vécu l'âge d'or de la culture pop française. Les émissions de variété sur TF1 étaient des événements nationaux. Les familles entières se réunissaient dans le salon, les uns sur le canapé, les autres sur des chaises amenées depuis la cuisine, pour regarder ensemble et débattre passionnément de qui méritait le prix, qui chantait le mieux, qui était le plus beau. Johnny Hallyday, Mylène Farmer, Goldman, Téléphone, Indochine, c'était la musique de toute une vie. Le samedi soir était sacré. Champs-Élysées avec Michel Drucker. Nulle part ailleurs sur Canal+, ou les incontournables clips sur MCM et M6. On regardait pendant des heures les vidéos musicales, on apprenait les paroles par cœur, on copiait les chorégraphies dans le salon. Candy et les dessins animés japonais nous apprenaient l'amitié et la persévérance, Albator, l'aventure et la liberté, Dragon Ball, le courage et la solidarité. Tout le monde regardait les mêmes choses, donc à l'école, on parlait des mêmes épisodes, on rejoignait les mêmes camps, on débattait avec la passion de ceux qui partagent une expérience commune. Aujourd'hui, les algorithmes fragmentent les gens en bulles isolées où chacun consomme son propre univers. Mais à cette époque, vous aviez une véritable mémoire collective, une culture partagée qui créait du lien sans effort. En France, la famille est tout, et pour cette génération, la grand-mère était le cœur de la maison. Le déjeuner du dimanche était sacré, intouchable, immuable. Toute la famille se réunissait autour de la grande table, celle qu'on ne sortait que pour les grandes occasions. On mangeait du pot-au-feu mijoté depuis la veille, du bœuf bourguignon, dont l'odeur envahissait toute la maison dès le matin, une tarte tatin caramélisée à point, et parfois, si on avait été sage, une charlotte aux fraises pour le dessert. À table, on parlait, on discutait, on riait, on se chamaillait, mais tout naissait de l'amour. Les enfants restèrent dans la cuisine avec mamie. Ils apprenaient à éplucher les légumes, à surveiller la cuisson, à goûter la sauce du bout du doigt. Ce n'était pas simplement cuisiner, c'était un transfert de culture, une transmission silencieuse de savoir-faire et de valeurs qui passait de main en main, de génération en génération, sans que personne n'ait besoin de le formuler. Les familles françaises de cette époque étaient chaleureuses, parfois envahissantes, toujours présentes. Elles voulaient savoir où vous alliez, avec qui, à quelle heure vous rentriez, mais elles le faisaient par amour, pas par contrôle. Les parents disaient « Vas-y, mais fais attention. Si tu tombes, tu te relèves. » Aux enfants qui pleuraient pour un genou écorché, on disait « Allez, sois courageux, c'est rien. » Et vous, quel est le plat de mamie qui vous manque le plus? Écrivez-le en commentaire. La communication n'était pas immédiate. À la maison, il y avait un seul téléphone fixe, souvent dans le couloir ou dans le salon, que tout le monde utilisait à tour de rôle. Pour appeler un ami, vous deviez d'abord courir le risque de tomber sur son père ou sa mère « Allô ». Je pourrais parler à Julien, s'il vous plaît? Dans les rues, il y avait des cabines téléphoniques à pièces ou à cartes. Les enfants téléphonaient pendant des heures, pendant que dehors les gens tapaient nerveusement contre la vitre. Si vous aviez un rendez-vous, vous deviez y être. Point.
Il était impossible d'envoyer un message pour dire « je suis en retard ». Cette culture de l'attente vous a appris la valeur de la patience, du respect de la parole donnée, de la ponctualité comme acte de considération envers l'autre. Pour écouter une chanson, il fallait attendre qu'Europe 1 ou NRJ la diffuse et avoir le doigt près sur le bouton REC de votre magnétophone. Couper l'enregistrement juste avant que le DJ reprenne la parole était un art à part entière, un talent que vous perfectionniez cassette après cassette. Cette génération a grandi dans un climat d'incertitude économique et politique. Les périodes de cohabitation et les scandales politiques des années 90 avaient secoué la confiance des Français. On utilisait encore le franc, ce billet qu'on connaissait par cœur, dont on reconnaissait le poids dans la poche, et l'arrivée de l'euro en 2002 faisait peur à tout le monde. Les familles avaient adopté une vraie culture de l'économie. On ne gaspillait rien. Le pain rassis devenait de la soupe, les vêtements passaient de grands frères en petits frères, les jouets étaient beaux réparés plutôt que remplacés. Le divertissement n'était pas coûteux. Passer l'après-midi sur la place du village, manger une glace à la fraise, faire une promenade en famille le long du canal. Les vidéoclubs étaient le cœur des week-ends. Choisir un film, espérer que la cassette soit disponible, rentrer à la maison avec ce petit rectangle en plastique comme s'il s'agissait d'un trésor. Le cinéma était un événement spécial réservé aux grandes occasions. Et vous, quel film louiez-vous toujours au vidéoclub du quartier? Le symbole de la jeunesse française, la mobilette. À 14 ans, cet engin à 2 roues représentait la liberté absolue. On traversait le village, on allait jusqu'à la plage ou jusqu'à la forêt, on se retrouvait au café du coin pour jouer au baby-foot pendant des heures. Le café du village était le centre social par excellence, pas seulement un endroit pour boire un Diabolo menthe, mais aussi le terrain de foot improvisé, la salle de ping-pong, le lieu de tous les rendez-vous. Le soir, on se retrouvait sur la place, on bavardait, on flirtait, on mangeait des bonbons sans réseaux sociaux, on parlait en face à face. Si une fille te plaisait, tu devais le lui dire en personne, les yeux dans les yeux, avec le cœur qui battait à tout rompre. Si tu essuyais un refus, c'était embarrassant, parfois douloureux, mais la vie continuait, et tu en rigolais quelques semaines plus tard avec tes amis. Cette génération a vécu pas à pas l'évolution technologique de façon organique, sans jamais être larguée. Les Walkman à cassette, puis les Discman qui sautaient dès que vous couriez, les consoles Atari, Nintendo, Sega, puis la PlayStation, mais avec des limites de temps imposées par les parents. Les ordinateurs des années 90, Windows 95, Paint, le solitaire, puis Internet est arrivé avec son bruit de modem à 56 kilooctets par seconde et ses heures interminables pour charger une seule photo. Les portables des années 90 ont été adoptés rapidement en France. Nokia 3310, Motorola, les SMS à 0,15 francs le message. Mais cette génération n'a jamais oublié comment vivre sans. Elle savait s'ennuyer, rêver, regarder par la fenêtre sans rien faire. Elle savait parler en face à face. Et vous, c'était quoi votre premier portable? Nokia ou Motorola? Les sorties scolaires étaient légendaires. Chanter dans le bus, visiter Paris, Lyon, le Mont-Saint-Michel, pas seulement de la culture, mais surtout de la vie sociale intense. Partager une chambre d'hôtel à 4, se retrouver en cachette dans le couloir le soir, rire jusqu'aux larmes à 3 heures du matin. Des souvenirs inoubliables gravés pour toute une vie. L'été voulait dire mer ou montagne. Chaque année, la même plage en Vendée ou le même chalet dans les Alpes, les mêmes familles, les mêmes parasols alignés, les mêmes têtes connues qu'on retrouvait avec une joie sincère. Les enfants grandissaient ensemble pendant l'été, construisant des amitiés solides comme du roc. Football sur la plage, baignade, promenade du soir sur le front de mer avec une glace à la main. Pas de richesse matérielle, mais une richesse de souvenirs qui ne s'effacent pas. Mer, soleil, famille, amitié, c'était suffisant, c'était même parfait. Bien qu'ils soient constamment connectés, cette nouvelle génération peut ressentir une forme de solitude.
Les espaces de rassemblement ont évolué, les jeunes se retrouvent davantage derrière leurs écrans et l'usage de la mobilette, tel qu'on le connaissait, s'est transformé. Même les repas dominicaux, bien que traditionnels, intègrent désormais l'interaction avec les téléphones. Cette génération est intelligente, multilingue, globale, mais aussi anxieuse et épuisée. Forgoes, elle vit sous une pression de performance continue, les études, le travail, le succès visible sur les réseaux. En France, le chômage des jeunes reste préoccupant, l'accès au logement est difficile, l'avenir incertain. Ce n'est pas de leur faute, le rythme du monde a changé et ils font de leur mieux pour suivre. Ainsi, leur connexion les isole-t-elle vraiment ou vivent-ils simplement une expérience différente? Chaque génération a ses propres forces et défis. D'après vous, quelle génération a rencontré le plus de difficultés et pour quelles raisons? Ceux qui ont grandi dans les années 80 et 90 sont la génération intermédiaire, ni entièrement traditionnelle, ni entièrement numérique. Ils ont appris à faire une tarte avec leur mamie et ont allumé leur premier ordinateur. Ils ont grandi sur la place du village et ont envoyé leur premier SMS. Cette double identité les rend uniques et précieux. Ils comprennent l'ancien monde avec ses valeurs de patience, de lien humain et de simplicité, et ils s'adaptent au nouveau avec curiosité et pragmatisme. C'est peut-être là leur plus grande force, être un pont vivant entre deux époques, capable de transmettre aux plus jeunes ce que les écrans ne pourront jamais enseigner. Selon vous, quelle génération a eu la vie la plus difficile et pourquoi? Écrivez en commentaire l'année de votre naissance et ce qui vous manque le plus des années 90. Dans cette vidéo, nous avons exploré les différences entre les générations. Chaque génération a ses défis propres et les gens se battent continuellement d'une époque à l'autre pour trouver leur place. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur cette chaîne, j'analyse les différentes psychologies humaines et je publie régulièrement de nouvelles vidéos. Si ce type de contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi regarder mes autres vidéos. À très bientôt.